Sous les tenues de camouflage, seules les nattes blondes permettent de distinguer filles et garçons. Ouvre le clapet, remets-le dedans. Comme les hommes, elles tirent à l'arme lourde. Vous êtes prête? Tu peux tirer. S'il y a une guerre, tu es prête à combattre? On a signé pour ça. C'est pour ça que nous sommes là. Vous ne pouvez pas simplement rejoindre l'armée sans vous attendre à entrer en guerre. En fait, vous les préparez à la guerre. Oui. L'objectif principal de cette formation, c'est de préparer les gens à la guerre. Depuis plusieurs mois, le Danemark est sur le qui-vive. Entre les navires russes dans la Baltique et les vols de drones non identifiés, la menace russe est prise très au sérieux par les autorités. La dernière note des services de renseignement danois conclut que la Russie pourrait représenter une menace grave ou crédible pour la région de la Baltique si la guerre en Ukraine s'arrête ou se trouve dans une impasse. Je pense donc que c'est la réalité de la situation en matière de sécurité à l'heure actuelle. Et ça explique la décision de prolonger la période de conscription de 4 à 11 mois. Un service militaire plus long, le Danemark veut aussi faire passer le nombre de ces jeunes appelés de 5 000 à 6 500. Ils viendront renforcer les 20 000 soldats de l'armée professionnelle. Des décisions prises par le gouvernement social-démocrate, approuvées par l'opposition conservatrice. C'était un processus relativement facile. La plupart des partis y étaient favorables. C'était le bon moment pour le faire. Nous ne voyons plus la différence entre les hommes et les femmes comme avant. Nous avons besoin de plus de soldats en raison de la guerre hybride avec la Russie. C'était tout simplement une bonne idée. Dans ce lycée de la banlieue de Copenhague, en classe de première, ce cours de sciences sociales est consacré à la réforme de la conscription. La nouvelle situation, c'est que les hommes et les femmes ont le service militaire obligatoire. L'image que cela renvoie, c'est qu'on est en train de se réarmer. Tous ces élèves ont eu ou auront 18 ans dans l'année. Ils sont donc les premiers concernés. C'est très bien parce que c'est un pas de plus vers l'égalité. Mais il y a une différence entre le corps des hommes et celui des femmes. Une différence entre ce qu'on est capable de faire. Je pense plutôt qu'on utilise l'égalité comme prétexte pour augmenter le nombre de militaires. Il existe un risque de guerre dans un avenir proche. Mon père est lui-même dans l'armée. Et il m'a dit que si j'étais appelée pour devenir militaire, je devrais me renseigner à l'avance pour m'inscrire dans les métiers les moins dangereux. Toutes ces filles et garçons devront se présenter à la journée de défense. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis sergent. Moi aussi, j'ai commencé comme vous par une convocation à la journée de défense il y a plusieurs années maintenant. Quand j'ai reçu ma convocation, je n'étais pas trop motivé, ça ne me parlait pas beaucoup. Et je n'étais pas loin de devenir objecteur de conscience. Jusqu'à aujourd'hui, le Danemark n'a jamais dû obliger quiconque à faire son service militaire. Il y a toujours eu assez de volontaires séduits par l'armée. Tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre, grandir à travers les défis et tu vas avoir des expériences et des amitiés pour le reste de ta vie. L'armée danoise est-elle prête à accueillir davantage de femmes dans ses rangs? Ces jeunes conscrites ont appris à s'adapter. Ça semble difficile à enfiler votre équipement. Ça prend juste un peu de temps. Est-il adapté aux filles? Non, en fait, pas du tout. Ils sont fabriqués par les hommes, pour les hommes, mais on s'adapte.
Ça, c'est le gilet pare-balles. Vous pouvez aussi obtenir une version femme. Si vous avez une grosse poitrine, il y a plus d'espace ici. Mais nous avons le gilet classique, donc c'est juste plat. Oui, on utilise le même que les hommes. Pas de distinction non plus dans les chambrées, où, faute de place, c'est la mixité totale. Donc, je dors dans une chambre avec 8 personnes. Je dors avec 5 garçons et 2 autres filles. C'est mixte. Oui, mixte. C'est comment? C'est bon. Au début, il a fallu s'adapter, mais ça va. Marco, qui partage sa chambrée, s'est aussi adapté. Pour un garçon, être avec d'aussi jolies filles comme ça dans la même chambre, c'est... C'est un travail, et on reste concentré sur notre travail. Quand tu rentres à la maison, tu peux aller draguer les filles, mais lorsque tu es au travail, tu te concentres sur ton travail. Côté association féministe, pourtant, la méfiance reste de mise. Certes, la conscription élargie aux filles apparaît comme un pas vers plus d'égalité, mais les violences dans l'armée sont loin d'avoir disparu. Il y a beaucoup de harcèlement sexuel et même des viols dans l'armée. Nous le savons parce que des affaires sont en cours de traitement. L'armée n'est pas encore prête. Je sais qu'ils travaillent sérieusement, mais c'est une question de culture et je pense que changer une culture qui existe depuis de nombreuses années, ça va prendre du temps. Devant le Palais Royal, à Copenhague, la relève de la garde connaît toujours un franc succès. Mais certaines observent d'un œil plus critique. Anna Hoyer est venue avec sa mère. La scène lui rappelle son service militaire volontaire dans l'armée danoise. Ça me rappelle, comment dire, je suis vraiment heureuse que quelqu'un d'autre le fasse. Je me sens fière qu'ils veuillent protéger notre nation. Anna a quitté l'armée au terme des 4 mois réglementaires, sans regret, et pour le plus grand bonheur de sa mère. C'était une bonne expérience pour elle. J'étais fière d'elle. Elle s'en est bien sortie. Mais nous sommes tellement contents que ce soit fini. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas l'idée d'intégrer des jeunes à la machine de guerre. L'armée danoise a fait le choix de renforcer ses effectifs. Les jeunes Danois sont à leur tour rattrapés par les répercussions de la guerre en Ukraine. Nicolas Eskatch, merci d'être toujours avec nous. Mikko Bloujon-Mered, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes un spécialiste du Groenland, vous êtes enseignant à l'école de guerre à Paris et chercheur en politique de transition énergétique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Voilà, merci d'être avec nous. Merci. Et première question à vous, on va regarder tout de suite les chiffres de l'armée danoise. On voit que c'est une mixité en augmentation, à peu près 1000 femmes aujourd'hui sur 19 000. La conscription, son prolongement, son élargissement aux femmes, est-ce que c'est une vraie bonne idée, une vraie bonne solution pour vraiment renforcer sa défense ? Est-ce que c'est une préparation mentale pour tous les Danois ? Alors l'enjeu ici, il va être triple. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une question d'alignement régional. C'est-à-dire que la Norvège, la Suède ont élargi la question de la conscription aux femmes en 2015 et 2018. Le deuxième élément, c'est qu'il y a évidemment une logique, bien sûr, de perception de menace qui a complètement changé, puisque nos amis danois, malheureusement, aujourd'hui, doivent gérer 3 fronts à la fois. Il y a évidemment déjà le détroit d'Øresund, donc c'est-à-dire leur zone, évidemment, existentielle. On a de l'autre côté, bien sûr, la question bien sûr du front russe, et puis maintenant le front groenlandais au front ouest. Eh bien justement, on va regarder cette carte parce que ça va peut-être aider, parce que vous avez en tête cette carte, cette géographie du Danemark. Tout le monde ne l'a peut-être pas forcément. Voilà, on regarde, on voit notamment les États-Unis à gauche, le Groenland qui est très très loin finalement du Danemark, le territoire autonome, et puis la Russie avec notamment cette enclave-là de Kaliningrad. On peut dire ça, Kaliningrad, c'est vraiment le poste avancé de la Russie est l'objet de beaucoup de craintes pour les Danois. Oui, c'est un poste avancé évidemment pour la Russie. Vous voyez que l'Union européenne a un court corridor de Suwałki entre les pays baltes et puis la Pologne. Mais le danger, il est multiple en réalité. C'est un danger évidemment direct sur les États baltes. C'est un danger aussi indirect de déstabilisation, d'ingérence, de désinformation. Et donc ce danger, il est extrêmement fort aussi pour le Danemark.
Justement, Miko Blejon-Méred, la crainte, elle est plutôt quoi de voir les États-Unis s'emparer du Groenland ou de la Russie multiplier les actes par exemple, on se dit toujours la guerre hybride au Danemark, les Danois connaissent déjà. Il y a déjà eu des intrusions, il y a eu des attaques, il y a eu des drones qui ont notamment provoqué la fermeture des aéroports. Oui, mais ici, il y a quelque chose qui a changé profondément au mois de janvier 2026 avec ce nouveau moment Groenland. C'est le fait qu'il y avait un pilier conceptuel, politique, géopolitique pour le Danemark par rapport à son atmosphère de défense qui est tombé. C'est-à-dire le fait que les États-Unis ne sont plus l'allié qu'ils croyaient que les États-Unis resteraient ad vitam aeternam. Ça a été dit plus tôt dans cette émission, le Danemark est évidemment très atlantiste. Le Danemark a fait toutes les guerres des États-Unis depuis déjà plus de 40 ans. Et on le voit dans les études d'opinion au Danemark, tout de suite, dès le début du mois de janvier, au plus fort du début de cette crise, où on a vu une érosion extrêmement rapide, tout simplement à la fois du soutien des Danois aux États-Unis, premièrement, mais deuxièmement, un rééquilibrage dans l'opinion entre la perception de menaces issues de la Russie et la perception de menaces issues des États-Unis, qui aujourd'hui, au Danemark, c'est ça qui est absolument historique pour eux, est relativement similaire. Et ça donne envie peut-être aux Danois d'être encore plus actifs, de pousser pour une défense européenne plus importante. Ce qui n'était pas forcément leur point fort. Non, parce que la défense fait partie des options de retrait de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, prises en 92. Et effectivement, en 2022, ils l'ont levé. Et ça change probablement leur rapport à l'Europe. Le rapport est complexe, on l'a vu. Et effectivement, la question de la défense est sans doute un des champs qu'ils souhaitent investir aujourd'hui parce qu'ils sont directement menacés. Ça a été dit sur plusieurs fronts. On va justement regarder le budget de la défense danoise. C'est un peu les bons élèves quand même de l'OTAN, le Danemark. On voit qu'ils consacrent 3,2 de PIB à leur défense. C'est donc plus que les recommandations que ce que demande l'OTAN, dont on l'a dit, Copenhague est un membre fondateur. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il faut qu'ils réduisent. C'est quoi l'option à venir en fait? C'est de réduire finalement leur contribution à l'OTAN pour pouvoir mieux se concentrer peut-être sur une défense européenne, changer leur matériel complètement, parce qu'on sait que quand on est un pays membre de l'OTAN, on a tendance à acheter du matériel américain, par exemple. Et ben justement, ici, on a 3 points qui ont émergé lors de la campagne des élections générales du mois de mars 2026, où il y a la question de savoir est-ce qu'il faut accepter ce que Donald Trump donne comme injonction, c'est-à-dire monter jusqu'à 5% du PIB en termes de défense, de dépenses de défense. Le deuxième élément qui a été beaucoup questionné, c'est qu'est-ce qu'on achète comme matériel, effectivement? Est-ce qu'on continue à acheter américain? Est-ce qu'on panache avec de l'européen? Ou au contraire, est-ce qu'on se focalise sur du matériel de défense européen? Bien sûr, ici, on a un gros lobbying qui a eu lieu de la part de la France, de la part de l'Allemagne, de la part du Royaume-Uni. Peut-être avec le Gripen, bien sûr, tout à fait. Et ce lobbying-là, il est issu directement, là encore, du moment Groenland, puisque de fait, le principal enjeu ici, c'est si les États-Unis sont votre adversaire sur votre territoire et vous menacent extensionnellement parlant, est-ce que vous allez continuer à leur acheter du matériel, notamment pour les avions de chasse, les F-35. Ça, c'est un vrai sujet. Là où en 2025, donc il n'y a pas si longtemps, ce que le gouvernement de Mette Frederiksen disait, c'était bon, si on achète ces matériels relativement importants aux États-Unis, peut-être que ça va temporiser les ardeurs de Donald Trump. Et le troisième élément, c'est la question, bien sûr, de la Russie et de où on positionne, bien sûr, cette armée. Parce que si le Groenland a été peu militarisé par les Danois et que Donald Trump a bien sûr pu en parler, c'est parce qu'il y avait dans le cadre de l'OTAN, comme vous l'avez signalé, une forme de partenariat. Donc les Américains étaient en charge du Groenland pour caricaturer un peu, tandis que les Danois fournissaient un effort, par exemple sur le front baltique, notamment par exemple en Lettonie, par rapport à la Russie, ou évidemment en Ukraine, puisque le Danemark est le premier contributeur à l'Ukraine. On a souvent parlé de la difficulté de cette relation extrêmement compliquée entre le Danemark et son territoire autonome du Groenland, situation notamment compliquée en raison, on se souvient de cette affaire des contraceptions forcées des Groenlandaises dans les années 70. On sait aussi que les Groenlandais ne sont pas très bien acceptés quand ils viennent vivre, parce qu'ils sont quand même nombreux à venir vivre à Copenhague, notamment en vieillissant ou pour faire leurs études. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette relation? Est-ce qu'on sent qu'il y a une sorte de renouvellement, sursaut dans la relation entre le Groenland et le Danemark depuis justement les velléités de Donald Trump de s'emparer de l'île?
Il y a clairement une velléité danoise de bien réamarrer le Groenland à la sphère d'influence danoise. Et ça s'est passé notamment par, évidemment, un réinvestissement militaire au Groenland. C'est repassé par un certain nombre de visites d'État stratégiques, visite évidemment du roi Frédéric X aussi. Mais c'est passé également par le fait que les Danois ont essayé de montrer aux Groenlandais que sans les Danois, les Groenlandais ne pourraient pas faire face à la menace américaine. Et dans ce contexte-là, on voit quand même que côté groenlandais, la réception, elle est un peu aigre-douce. C'est-à-dire que d'un côté, les Groenlandais voudraient parler aux États-Unis seuls, d'égal à égal, sans avoir forcément besoin du Danemark. Et de l'autre côté, ils savent très bien aujourd'hui qu'ils ont encore, en tout cas pour 2026 et peut-être les 2 ou 3 prochaines années, besoin du Danemark parce que l'administration Trump ne voulait pas parler d'égal à égal au Groenland. Et ils touchent beaucoup de subventions, les Groenlandais, de la part du Danemark. Oui, c'est important le niveau de contribution des Danois au Groenland. Oui, c'est environ 600 millions de dollars US en rythme annuel, ce qui représente grosso modo 50% du budget de l'État autonome groenlandais. Il y a au-delà de ça, évidemment, des subventions également de l'Union européenne, notamment sur le volet des hôpitaux, sur le volet de l'éducation ou de la recherche. Et l'enjeu ici pour les Groenlandais, c'est d'essayer de trouver justement un substitut à ces subventions annuelles du Danemark pour déclarer leur indépendance. Les Groenlandais qui avaient fait le choix de quitter l'Union européenne, ce serait pas une solution pour eux Ce serait pas une solution de revenir de protection, de réintégrer l'Union européenne? Ils n'ont pas intérêt? Non, le cap clairement pour le Groenland, c'est l'indépendance. Ils ont connu 2 autonomies en 79, en 2009, et leur cap il est là. Et aussi l'influence de la Chine est très, très forte. Et la crise avec les États-Unis a un peu éclipsé cette influence, mais l'influence a été double, la Chine, les États-Unis, et puis le cap du Groenland, effectivement, qui est un cap aujourd'hui d'aller plus loin sur l'autonomie et éventuellement d'une indépendance.